Ouverture du Forum national sur la corruption et la délinquance financière au Mali. Près de 50 milliards de francs CFA, c'est ce qui perd l'État du Mali par an du fait de la corruption. Selon le Premier ministre Oumar Tatamli, il faut un changement individuel pour venir à bout du phénomène. L'étude nationale prospective Mali 2025 soumise à l'appréciation des experts du domaine pour actualisation. C'est à la faveur de la journée nationale de la prospective tenue aujourd'hui à Bamako. Objectif, améliorer le document qui constitue un élément important du processus de réflexion sur le renouveau de la planification au Mali. 29 milliards de francs CFA, c'est le montant du protocole d'accord de don que vient de signer notre gouvernement avec l'ABAD, un protocole qui porte sur le financement de projets de renforcement de la sécurité alimentaire par le développement des cultures irriguées. Nous sommes jeudi 23 janvier, bonsoir et bienvenue à ce journal. Nous vous l'annoncions hier, le président de la République est en visite officielle à Doha. Ibrahim Boubacar Keïta s'est entretenu avec l'émir du Qatar. Les deux personnalités se sont engagées à renforcer les relations entre nos deux pays. Pour le président de la République, toutes les initiatives prises seront désormais suivies et concrétisées. Il est au micro de nos envoyés spéciaux à Doha, Ibrahima Traoré, Dembawan et Ibrahima Koulibaly. Il y a des questions d'amitié. Il y a des questions de coopération, il y a des questions de la situation mondiale telle que le Qatar l'apprécie, telle que le Mali la voit. Et je dois dire que cette deuxième rencontre, parce que nous sommes vus à New York où nous avons beaucoup parlé, nous sommes vus au Koweït où nous nous sommes juste rencontrés, c'était notre deuxième grande rencontre. Et vous avez vu avec quelle chaleur. Et il n'est pas courant, m'a-t-on dit, que l'émir reçoive un homme d'État dès son arrivée. Ça a été le cas, suivi d'un déjeuner élargi et précédé d'un entretien particulier. Tout cela montre le degré de la considération qui nous est faite ici, dans le Qatar. Et donc, j'espère que dans l'avenir nous montrera à souhait le développement dans tous les domaines. Il y a donc de la bonne volonté. Il y a aujourd'hui pris en compte de nos besoins dans beaucoup de domaines et la disponibilité ici nous a été affirmée et réaffirmée par les différents interlocuteurs. Le gouvernement dont j'ai ici avec moi plusieurs membres a eu des contacts également sectoriaux divers et je pense que tout cela sera vraiment approfondi. Et le Qatar veut des choses concrètes, des projets concrets. Habituellement, nous sommes lents, nous Maliens, dans ces réactions-là, mais je suis moi-même, dorénavant, toutes ces affaires-là. On n'est pas en train de faire du tourisme. On ne se bat pour le Mali. Et j'entends que ceux que nous engageons soient suivis des faits. Il n'est pas question de dormir à Bamako. Au retour, il faut que des projets bien ficelés soient présents dans la partie qatari, qui ne demande que cela. Donc nous le ferons, Inch'Allah. Le Qatar sera toujours aux côtés du Mali pour l'aider à sauvegarder son intégrité et son unité nationale. Ces propos sont du ministre qatari de la Défense. Ces derniers a eu un tête-à-tête avec le chef de l'État. Leurs échanges ont essentiellement porté sur le renforcement de la coopération sécuritaire entre les deux pays. Retrouvons nos envoyés spéciaux à Doha. Le Mali et le Qatar décident de renforcer leur coopération en matière de défense et de sécurité. Le sujet a fait l'objet d'un long tête-à-tête entre le président de la République et le ministre qatari de la Défense. Les deux pays entendent mettre en œuvre très vite un programme proposé par le président Ibrahim Boubacar Keïta. Le but est d'accompagner le Mali à sauvegarder l'intégrité et l'unité nationale du pays. Et pour cela, l'engagement du Qatar ne fera pas défaut, rassure Ahmad Bin Ali Attia, ministre qatari de la Défense. Nous sommes très heureux de constater que M. le Président de la République a une vision très sage et à long terme par rapport à ses ambitions pour le Mali et par rapport à la présence du Mali sur l'arène internationale. C'est source de réconfort pour nous. Donc, au rang des toutes premières priorités chez M. le Président de la République, nous avons noté son souci
de préserver à tout prix l'unité nationale en parvenant à la réconciliation, mais aussi de faire respecter et pour toujours l'intégrité territoriale et la souveraineté de la République du Mali, mais aussi le développement de son économie. Sur la base des entretiens en tête-à-tête que son Excellence, Monsieur le Président de la République, a eu avec son Altesse l'émir, des instructions très fermes et des orientations ont été données par rapport au mécanisme et au chronogramme de travail à réaliser en vue de venir en aide à nos frères du Mali. Et ce pour renforcer et consolider la relation d'amitié et de fraternité qui lie le peuple du Mali à celui du Qatar. Donc nous avons reçu des instructions fermes, des orientations de son Altesse l'émir afin que nous tendions la main à nos frères du Mali et que nous acceptions aussi la main tendue et voir dans la limite de nos moyens toutes les voies possible et susceptible de booster cette relation et cette coopération entre les deux pays. Donc nous avons été honorés de recevoir Monsieur le Président de la République ce matin pour enclencher déjà la mise en œuvre du programme tel que conçu et dont l'orientation a été fixée, je vous disais hier, par son Altesse l'émir par rapport au Mali. Les discussions se sont poursuivies autour d'un déjeuner offert au président et à sa délégation par le ministre qatari de la Défense. La rencontre s'est achevée par un échange de cadeaux entre les deux délégations. Et toujours au Qatar, jetons à présent un coup d'œil sur les activités de la première dame. Accompagnée de 3 membres du gouvernement, Keïta Aminata Maïga s'est rendue de nouveau à la Qatar Foundation, ceci pour une séance de travail. Ndeye Sissoko, Idrissa Traoré étaient de la visite. 3 ministres ont pris part à la deuxième rencontre entre l'épouse du président de la République et la Qatar Foundation. Il s'agit du ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle, celui du Travail et des Affaires sociales et humanitaires et le ministre délégué chargé de l'élevage, de la pêche et de la sécurité alimentaire. La présence de ces membres du gouvernement à cette séance de travail n'est pas fortuite, puisque la Fondation du Qatar compte axer son intervention au Mali dans le domaine de la formation professionnelle en construisant des centres de formation, dans l'humanitaire en finançant certaines actions et dans l'agriculture à travers le projet Ferme Pilote pour les jeunes. À cela, on peut ajouter le volet culture qui va se focaliser sur les manuscrits de Tombouctou et la réalisation d'un film documentaire sur l'histoire du Mali. L'occasion a été bonne pour revenir sur la convention signée en 2011 entre le ministère chargé de la formation professionnelle du Mali et la Fondation. Au terme des échanges, il a été décidé que des investissements étaient nécessaires pour assurer la continuité des futurs projets. La Fondation du Qatar souhaite avoir des engagements du gouvernement qu'il pourrait s'investir dans les mines et dans l'agriculture. Des techniciens vont travailler sur cette question. Il y aura une convention qu'on va signer également pour définir clairement dans quelle mesure ces investissements vont être faits dans ces domaines-là et quelles facilités on va accorder à Qatar Foundation qui s'engage à financer donc, à assurer la pérennité des investissements qu'ils vont faire dans les secteurs que j'ai cités. Ce que nous allons faire déjà, c'est d'écrire à la Fondation du Qatar pour leur donner des assurances qu'elle peut effectivement investir dans les secteurs des mines et de l'agriculture, bien sûr dans les secteurs sociaux également. Le ministre du Travail est là, nous avons parlé de ces questions-là. Donc nous allons leur écrire pour leur dire que nous donnons notre accord de principe et sur cette base-là, ils vont déjà débloquer un premier financement de $2 millions. L'épouse du chef de l'État, de son côté, aura joué son rôle pour permettre à la coopération de repartir de plus belle. Je pense qu'on a beaucoup avancé par rapport à cette convention qui a été signée en 2011. Je suis très satisfaite parce que je joué un peu mon rôle, c'est de mettre en contact les départements, parce que hier j'ai bien dit que je ne peux pas me substituer au département et je crois que le fait que les ministres intéressés par cette convention soient là, je pense que c'était une très bonne chose et on a abouti à quelque chose de concret. Reste en effet le suivi des actions entreprises pendant le séjour qatari, afin de les rendre effectives sur le terrain pour le bien-être des populations maliennes.
Notons que l'épouse du président de la République a pris part au déjeuner offert par son Altesse Sheikha Moza bint Nasser, première dame du Qatar. Je vous signale aussi l'ouverture ce jeudi 23 janvier 2014 à Abidjan d'une réunion extraordinaire du Conseil des ministres des pays membres de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Cette réunion a pour but d'examiner le projet de réforme de l'institution dans la droite ligne des recommandations de la 43e session ordinaire du Conseil des ministres de la CEDEAO tenue à Abuja en juillet 2013, nous signale Kone Oulematou Diallo. Ici à Bamako, ouverture ce matin du Forum national sur la corruption et la délinquance financière au Mali, initié par la primature à l'intention des structures et départements impliqués dans la gestion des affaires publiques. Ce forum vise essentiellement la mise en œuvre effective des recommandations des États généraux sur le phénomène. Tenez-vous bien, l'État malien perd près de 50 milliards de francs CFA par an du fait de la corruption. Les explications de Idrissa Kamara. Le rapport annuel 2012 du Bureau du vérificateur général indique que l'État du Mali a perdu environ 50 milliards de francs CFA dus pour les 1/5 à la fraude et le reste à la mauvaise gestion des deniers publics. Mais le phénomène est plutôt endémique si l'on sait que le présent forum n'est pas le premier du genre. Les pertinentes recommandations qui ont souvent sanctionné les différentes assises n'ont pour la plupart pas été suivies des faits. La pilule de la transparence a du mal à passer. L'administration malienne n'a pas fait bon accueil au plan d'action, ce qui est paradoxal. Aussi, nous, membres du comité, nous sommes posé la question de savoir pourquoi. Pourquoi l'administration n'a pu exécuter de 2009 à 2013 que 20% des activités que le plan national d'action avait programmées. Et surtout, que faire? Que faire pour remédier à la situation? Telle est la problématique que le comité de suivi et d'évaluation entend soumettre au forum, car une telle situation ne saurait perdurer si nous voulons vivre dans un Mali stable, apaisé et prêt à prendre le train pour son développement économique, social et culturel. Pour le chef du gouvernement, si dans le subconscient collectif, on est tous d'accord pour lutter contre la corruption et la délinquance financière, au niveau individuel, c'est plus compliqué. Le forum sur la corruption et la délinquance financière qui s'ouvre ce matin n'est pas le premier du genre. Encore un forum, diront certains. Il fait suite, en effet, à d'autres rencontres qui se sont tenues sur le même thème dans notre pays. Cette récurrence souligne, plus que l'inefficacité de la formule, la persistance, voire l'aggravation du phénomène de la corruption et la nécessité de combattre ce fléau. Sous ses différentes formes et manifestations, la corruption est une des composantes majeures et un facteur aggravant de nos problèmes de développement économique et social, singulièrement lorsqu'elle s'étend, comme dans notre pays, à l'ensemble de la société. État, collectivités territoriales, secteur privé, société civile. En effet, la corruption nuit à l'efficacité économique, elle fausse l'affectation des ressources et les règles sur la base desquelles ces ressources sont affectées, elle décourage les investissements, notamment les investissements étrangers, elle accroît le coût des projets, prive les citoyens les plus pauvres de services sociaux auxquels ils ont droit, aggrave la pauvreté et les inégalités. Ce que j'observe le plus souvent, c'est que collectivement, les Maliens veulent changer. Collectivement, on veut une correction des comportements. Individuellement, c'est plus compliqué. Personne ne change, en tout cas difficilement et lentement. Or, il n'y aura de changement collectif que s'il y a des changements individuels. Aussi, le chef du gouvernement de rappeler que le garrot que le président de la République a promis en vue d'arrêter l'hémorragie de la corruption et de la délinquance financière ne tiendra que lorsque chacun s'appropriera les recommandations qui seront issues du présent forum, lequel pourra sans doute s'adosser à la très prochaine loi portant prévention et répression de l'enrichissement illicite, déjà sur le bureau de la nouvelle Assemblée nationale.
Autre grande rencontre démarrée ce matin dans notre capitale, c'est la journée nationale de la prospective. Les experts de la prospective des pays africains tentent de proposer une vision à long terme du développement du Mali. Pour cela, ils travaillent à améliorer le document sur l'étude nationale prospective Mali 2025 afin de l'actualiser. Les précisions, c'est avec Mohamed Diarra. Les idéaux du président Nelson Mandela guident les pas des participants à cette journée nationale de la prospective à travers ces citations. Une vision qui ne s'accompagne pas d'action n'est qu'un rêve. Une action qui ne découle pas d'une vision, c'est du temps perdu. Une vision suivie d'action peut changer le monde. Fin de citation. C'est sur ces différentes maximes que décideurs politiques et autres partenaires techniques et financiers comptent s'appuyer pour discuter de la vision future du Mali pour les prochaines années. La démarche n'a pas pour but de prévoir l'avenir, mais d'aider les gouvernants à le construire. Elle a de ce fait, la prospective, un double rôle de réduction des incertitudes face à l'avenir, de légitimation des actions, en constituant un instrument d'aide précieux à la prise de décisions stratégiques par les pouvoirs publics, les communautés à la base, ainsi que les autres acteurs du développement. Pourtant, au Mali, on n'était pas très loin du compte. Une étude nationale prospective Mali 2025 avait été réalisée. La mise en œuvre du document était censée éviter à notre pays de tomber dans le chaos qu'il a connu récemment. Malheureusement, les recommandations de cette étude sont restées lettres mortes. Nous nous réjouissons d'avance de l'opportunité que nous aurons de bénéficier de leur grande expérience et de leur regard rétrospectif sur l'usage qui a été fait des recommandations de l'étude nationale Mali 2025, notamment en termes d'opérationnalisation de la vision, d'anticipation, de veille prospective, d'orientation et de planification et d'aide à la décision, y compris dans les domaines sectoriels. Pour le chef de gouvernement, il s'agit donc de construire collectivement une vision stratégique. Et le Mali, pour sa part, s'est doté d'un plan d'action 2013-2018 qui traduit la vision du président de la République. La construction d'une économie émergente est un autre axe majeur de notre programme de développement, avec comme objectif un taux de croissance à 2 chiffres à l'horizon 2018. Pour ce faire, le gouvernement entend maintenir la stabilité macroéconomique, développer les infrastructures, accélérer le développement et la modernisation du secteur agricole afin de renouer avec la croissance et le développement durable. La création d'un ministère dédié au plan et à la prospective s'inscrit dans ce cadre. Elle répond à la nécessité de renforcer les fonctions de prospective, de planification, de programmation et de suivi et évaluation dans notre système institutionnel. La crise survenue en janvier 2012 montre que nous nous devons de prendre en compte les scénarios du futur dans toutes les activités de gestion du développement, aussi bien au niveau de l'État et des collectivités décentralisées qu'à ceux des grandes entreprises du secteur public, du secteur privé, de la société civile. Les experts et autres invités auront des connaissances approfondies sur des thèmes comme, par exemple, la prospective, défis et enjeux de l'anticipation dans un contexte de mondialisation. Au cours de la journée, le Mali bénéficiera de l'expérience des pays amis et voisins qui ont connu des crises similaires à la nôtre. Le but de l'exercice est de briser désormais la glace de la méfiance entre gouvernants et gouvernés, et cela dans l'intérêt du pays. Paul Numba, c'est le tout nouveau directeur des opérations de la Banque mondiale pour le Mali, le Tchad et le Niger. Il vient d'arriver dans notre pays. Paul Numba a été reçu en audience cet après-midi par le Premier ministre Oumar Tatamli. Les échanges ont porté sur le développement du secteur agricole au Mali et l'éducation, entre autres. Nous l'écoutons à sa sortie d'audience au micro de Daouda Sidiki Diarra. Je suis venu rechercher, comme on dit dans le langage, ma feuille de route auprès de Monsieur le Premier ministre, qui nous a prodigé des conseils et qui nous a fait part de ses priorités en matière d'action gouvernementale. Et nous avons donc échangé autour des programmes de la Banque mondiale en cours de mise en œuvre au Mali et des programmes à développer pour le futur. Comme vous le savez, la Banque mondiale, comme les autres partenaires, sont fortement engagés auprès du gouvernement du Mali pour pouvoir permettre, n'est-ce pas, le retour à une activité économique pleine et promoteuse, dont nous travaillons aujourd'hui de manière forte pour pouvoir permettre, n'est-ce pas, le redémarrage de toutes les activités économiques, y compris dans ce qui concerne le secteur privé. Nous avons discuté plus ou moins de 2 ou 3 grandes priorités. La première priorité qui a été soulignée par son Excellence, c'est vraiment la nécessité de transformer l'agriculture
de développer une agriculture plus productive, orientée par des pratiques commerciales qui permettraient au Mali de valoriser les vastes étendues agricoles, des terres agricoles dont il dispose. Donc de produire plus pour pouvoir nourrir sa population et également pour pouvoir exporter auprès des pays de la sous-région. Et ensuite, si on peut augmenter la quantité de production agricole, on est en mesure, n'est-ce pas, de faciliter l'installation de la transformation, n'est-ce pas, agricole, des industries qui transforment les produits agricoles. La deuxième priorité que son Excellence a bien voulu partager avec nous, c'est l'importance de l'enseignement, notamment pas simplement en termes de construction d'écoles ou de centres d'instruction, mais en termes d'améliorer la qualité de l'enseignement. Que ce soit l'enseignement primaire, élémentaire, secondaire et tertiaire, c'est-à-dire universitaire. Il est question de faire un enseignement qui permette au Mali de disposer des hommes et des femmes qui seront en mesure de prendre en charge les destinées de son développement. Alors la troisième priorité qui est ressortie de nos échanges avec son Excellence, c'est vraiment cette question de maintenir, n'est-ce pas, une stabilité macroéconomique qui permettra en fait à l'ensemble des acteurs du secteur public, privé et aussi de la communauté internationale de continuer, n'est-ce pas, à apporter leurs efforts en matière d'investissement qui sont nécessaires pour le développement économique du pays. Et nous avons ce communiqué du ministère de la Défense et des anciens combattants en hommage aux victimes du massacre d'Aguelhok. Le ministère de la Défense et des anciens combattants organise une journée commémorative le vendredi 24 janvier 2014. Cette journée sera marquée par une séance de prière à la mémoire de tous ceux qui sont tombés sur le champ d'honneur à partir de 13h sur la place d'armes de Kati. À cet effet, les drapeaux seront mis en berne dans toutes les garnisons du pays. Des offices religieux sont également prévus le dimanche 26 janvier 2014 dans les églises catholiques et protestantes. Le ministre de la Défense et des anciens combattants et l'ensemble des forces armées de sécurité expriment leur reconnaissance à tous ceux qui ont fait le sacrifice ultime pour défendre la patrie. Et toujours dans le même domaine, l'interview de la semaine s'intéresse aujourd'hui à la question comment faire face aux nouveaux défis sécuritaires et comment se construit la nouvelle armée malienne. Le ministre de la Défense et des anciens combattants est l'invité de Yaya Konaté, entretien à suivre après ce journal. Audience à l'Assemblée nationale. Le président de l'hémicycle a reçu ce matin le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU au centre des échanges, la restauration définitive de la paix et de la sécurité et la reconstruction du pays. Écoutons le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU qui donne plus de détails au micro de Youssouf Diakité. L'institution du Parlement est extrêmement importante. Il était des élections législatives presque parfaites. Et maintenant, je crois, c'était important, au nom de MINUSMA des Nations Unies, de féliciter le nouveau président. Aussi d'offrir notre soutien pour le Parlement. J'ai aussi échangé avec le président du Parlement où on est dans le processus de paix, de sécurisation du pays. Et j'ai offert, avec une réaction très positive, d'être aussi transparent comme MINUSMA au Parlement malien. Ça veut dire, moi je suis prêt d'aller dans toutes les commissions pour dire ce que nous faisons, pour écouter ce que veulent les Maliens, parce que nous sommes là pour les Maliens, sans discrimination, sans exclusion, pour les trois volets cruciaux, la sécurité humaine, le développement précoce et la justice, droits de l'homme et le soutien aussi au Parlement. On a parlé bien sûr sur où on est dans la réconciliation. J'ai expliqué un peu notre travail aussi de sécuriser, de cantonnement, d'aider après ma visite au Conseil de sécurité qui est juste finalisé, que le Conseil de sécurité veut venir ici, même la semaine prochaine, eux-mêmes, dans tous les ambassadeurs qui vont venir ici de New York. Ils veulent voir aussi le président de la République, bien sûr, mais aussi le président de l'Assemblée, pour échanger où on est maintenant avec le processus de paix, comment on peut déclencher ça dans une manière qui est acceptable pour tous les Maliens.
Restons à l'Assemblée nationale. Son président porte à la connaissance des honorables députés que la séance plénière ouverte le mercredi 22 janvier 2014 se poursuivra le mardi 28 janvier et jour suivant s'il y a lieu à partir de 10h dans la salle Modibo Keïta. L'ordre du jour porte sur l'examen et l'adoption du règlement intérieur. Le président s'est compté sur la présence effective des honorables députés et la séance est publique. Signature de protocole d'accord. Elle porte sur un don de financement du projet de renforcement de la sécurité alimentaire par le développement des cultures irriguées. Un projet qui a pour but l'accroissement durable de la productivité agricole par une gestion efficiente des infrastructures hydro-agricoles et le développement des chaînes de valeur des filières porteuses. Rachel Tessougué. Le projet de renforcement de la sécurité alimentaire par le développement des cultures irriguées est financé par la Banque africaine de développement à hauteur de 29 milliards de francs CFA. Ce projet qui s'étend sur 6 ans met un accent particulier sur la nutrition des enfants, l'équité du genre et l'emploi des jeunes. Il touche plus de 85 000 bénéficiaires. Le projet sera exécuté à travers 3 composantes. Le développement des infrastructures de production avec la réhabilitation des infrastructures hydro-agricoles sur près de 5000 hectares avec maîtrise totale de l'eau d'irrigation, la construction de près de 55 km de drains et la réhabilitation de près de 60 km de pistes rurales. Le développement de chaînes de valeur avec le renforcement des capacités, la promotion des innovations techniques et l'appui aux initiatives locales et à la gouvernance. Le gouvernement s'engage dans la mise en œuvre correcte de ce projet qui contribue à relancer l'économie nationale. Par rapport aux résultats, je pense qu'on est engagé à y parvenir. Et nous pensons qu'ensemble avec le bureau résident, on doit faire en sorte qu'avec les ministères sectoriels, on puisse assurer vraiment la mise en œuvre à bonne date de toutes les activités programmées et s'assurer qu'effectivement les bénéficiaires initiaux sont bien ceux qui ont été les destinataires de l'effort qui a été consenti par notre institution commune, la BAD, et le gouvernement du Mali. Il est attendu, entre autres, une production additionnelle de riz paddy, de poisson et de viande de poulet de chair. Les travaux de la formation pré-volontariat deuxième contingent ont débuté. 150 jeunes prennent part aux 4 journées de formation. Une formation qui porte sur la décentralisation et le montage de projets. À l'occasion, le ministre de la Jeunesse et des Sports appelle les jeunes au don de soi et à la compétence. Mamadou Gaussou Diarra les invite à se mobiliser pour le développement de nos communautés. Il est au micro de Moïse Traori. Le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt. Les jeunes du Mali, je vous invite à vous lever, à être debout, car le soleil est levé, qui fera rayonner nos espoirs d'un Mali meilleur. Bourgeonner les champs que nous aurons ensemencés dès l'aurore, pas en cours de journée. Alors, seulement alors, l'or et toutes sortes d'opulences seront nôtres, car vous l'aurez compris, la réussite est au bout de l'effort, pas dans les bras de Morphée. Maître Mamadou Gaussou Diarra, ministre de la Jeunesse et des Sports, s'adresse en ces termes aux 150 jeunes admis à la formation pré-volontariat deuxième contingent. Je reste convaincu que le volontariat national demeure une réponse appropriée au contexte nouveau d'édification du Mali. Dans ce sens, dois-je rappeler que jadis, dans nos sociétés traditionnelles, les jeunes ont toujours servi avec abnégation, courage et dignité, savoir-faire leur communauté. Ils se sont toujours souciés de ce qu'ils peuvent et doivent apporter à la communauté. Parmi les modules de formation, on peut citer la culture de la paix, le développement communautaire et le montage de projets. Tous les 2 ans, le Centre national de promotion du volontariat, CNPV, contribue ainsi à l'encadrement des jeunes diplômés. Le volontariat, par essence, c'est un sacerdoce. Les jeunes volontaires ont pour mission de partager le bonheur et de susciter les valeurs de solidarité, conformément à cette devise. Après leur prestation de serment le 30 janvier prochain, les plus compétents seront déployés auprès des collectivités locales, des services déconcentrés de l'État et des organisations communautaires de base.
27e session du conseil d'administration de l'Office national des produits pétroliers, ONAP. Les administrateurs prenant part à la session estiment qu'il est indispensable que les acteurs concernés dans l'approvisionnement en hydrocarbures s'impliquent davantage. C'est en substance l'objectif qu'ils se fixent, nous précise Mamadou Barayougou. En 2013, le prix du baril est passé de $107 à $110. En dépit de cette augmentation, le gouvernement, à travers l'Office national des produits pétroliers ONAP, a pu équilibrer la balance. On a pu gérer à bon escient pour quand même faire en sorte que les intérêts de tous les acteurs du secteur, aussi bien les fournisseurs, les distributeurs, les consommateurs et l'État, en tant que collecteurs de ressources fiscales, puissent quand même avoir leur compte dans ce dispositif. L'ONAP, à travers cette 27e session de son conseil d'administration, prendra toutes les mesures adéquates en 2014 pour la constitution d'un stock national de sécurité en carburant. La question de l'approvisionnement du Mali en hydrocarbures en tant que pays continental est une question cruciale et qui quand même interpelle chacun d'entre nous, soit en tant qu'opérateur actif du secteur en tirant des revenus et des profits, soit en tant que consommateur intermédiaire ou consommateur finaux de ces produits-là. Donc nous pensons que par rapport à ce point, il est important pour nous que la session d'aujourd'hui vraiment se passe dans la franchise la plus totale, que les discussions soient vraiment de nature à nous aider à renforcer les performances du secteur en termes de contribution au budget de l'État, mais surtout en termes d'approvisionnement régulier de nos populations et de nos acteurs économiques et sociaux en matière d'hydrocarbures. Autre programme inclus dans le projet de budget 2014, l'assainissement des sous-secteurs, l'établissement des statistiques d'importation, de consommation et de vente des produits pétroliers. Tenue de la 35e session ordinaire du conseil d'administration du centre hospitalier universitaire du Point G, les administrateurs vont statuer sur le budget programme 2014 de l'hôpital qui est équilibré en dépenses et en recettes à la somme de plus de 5 milliards de francs CFA en 2013, soit une diminution de 19%. Daouda Sidiki Diarra, compte rendu. Malgré l'environnement socio-économique difficile qu'a connu notre pays, le centre hospitalier universitaire du Point G a transformé en acte concret la feuille de route que le gouvernement lui a confiée. Au cours de ce conseil d'administration, les administrateurs vont statuer entre autres sur le budget programme 2014. Grâce à sa stratégie adoptée, l'hôpital du Point G, dans le cadre de ses activités, a réalisé plus de 5 milliards de francs CFA sur une prévision annuelle de 7 milliards 203 millions au cours de l'année écoulée. Nous avons quand même atteint nos résultats, aussi bien au niveau des activités médicales que des activités de chirurgie. Près de 91%, en tout cas, des objectifs ont été atteints. En 2013, cet hôpital de référence a enregistré 26 039 cas de consultation et 5 784 hospitalisations. À ceci, il faut ajouter les 1809 actes opératoires. Quant au laboratoire, il a réalisé 56 711 examens. L'hôpital compte faire plus en 2014 avec le démarrage des activités d'imagerie à résonance magnétique et bien d'autres. Nous envisageons la construction du service de rhumatologie parce que pour qui connaît tous les problèmes liés aux maladies rhumatismales et au Mali et au regard aussi du personnel que nous avons aujourd'hui qui est compétent. Et donc nous envisageons la création de ce service-là pour répondre aux sollicitations des usagers. En plus, nous avons un autre défi, c'est la réalisation, le démarrage des activités de chirurgie à cœur ouvert. Parce que la plupart des enfants atteints de cardiopathie et n'ont pas une survie en tout cas acceptable. Les efforts vont être menés toujours dans le sens de l'amélioration de la qualité des soins et des conditions de travail du personnel sanitaire. D'une session à une autre, celle de la maison du Hadj, la 9e session du JAR. Au cours de la rencontre, les administrateurs sont appelés à adopter le procès verbal et les recommandations issues de la 8e session, le rapport d'activité de la structure pendant l'exercice écoulé. Les perspectives de 2014 sont également des points inscrits à l'ordre du jour de cette session. Moussa Fani.
Le projet de budget 2014 de la maison de Hajj se chiffre en recettes et en dépenses à plus de 280 millions de francs CFA, soit une réduction de 24% par rapport à l'exercice écoulé. Selon le ministre de l'administration territoriale, le nombre de pèlerins a diminué l'année dernière dû à la crise qu'a connue notre pays. Le Mali a disposé d'un quota de 9000 pèlerins pour la campagne de pèlerinage 2013. Cette campagne s'est déroulée dans des conditions particulièrement difficiles. Les problèmes sociaux, politiques et économiques qu'a connu notre pays et les travaux d'aménagement de la Sainte Mosquée l'Aqaba ont fortement influé sur l'organisation du pèlerinage et entraîné la diminution du nombre de pèlerins accordés au Mali. Le ministre a également invité les organisateurs du pèlerinage à améliorer davantage les conditions des pèlerins. J'exhorte les différents organisateurs de la prochaine campagne, c'est-à-dire la campagne 2014, à œuvrer davantage en vue d'améliorer de manière substantielle les conditions de préparation et de séjour des pèlerins, et cela au grand bénéfice de nous tous. Il convient de souligner que les recommandations formulées lors de la précédente session ordinaire du Conseil d'administration ont beaucoup contribué à l'amélioration des prestations de la Maison du Hajj et celle de la mission nationale d'encadrement des pèlerins sur les lieux saints de l'islam. Les responsables de la Maison du Hajj entendent mieux orienter les actions à venir afin de satisfaire les besoins des pèlerins maliens. En 4e région, l'Office tient aussi son conseil d'administration dans son programme de campagne 2014-2015. L'Office veut atteindre plus de 160 000 tonnes de céréales. Ce programme a été soumis aux membres qui examinent également le budget 2014 de Ségou, la correspondance de Kandesila. Le rapport d'activité de la campagne agricole 2013-2014 et celui de la campagne prochaine, ainsi que le budget 2014 et l'état financier sont entre autres points soumis aux administrateurs de la 22e session de l'Office Ségou. L'analyse de ce document fait ressortir une augmentation nette de plus de 150% du budget 2014 qui se chiffre à près de 8 milliards de francs CFA par rapport au budget 2013. Le reste entend surtout mettre un accent particulier sur les investissements en 2014 avec la reconversion de certains casiers à maîtrise totale de l'eau au compte du projet d'appui au développement rural de Tienkonou et de Tamani, PADER-TKT. 500 hectares vont être aménagés et exploités au titre de la campagne 2014-2015. Donc c'est pour dire qu'à partir de 2014, le projet sera effectif pour ce qui concerne en tout cas l'exploitation agricole. Au terme de la campagne 2014-2015, l'ORES s'attend à une production de plus de 160 000 tonnes toutes céréales confondues, chose qui reste conforme à la vision du département de faire du Mali une puissance agricole exportatrice à l'horizon 2018. La stratégie qui sous-tend cette vision s'appuiera sur 2 piliers. La promotion des exploitations familiales pratiquant principalement une agriculture de subsistance et les entreprises agricoles connectées au marché. Aussi, le président du conseil d'administration fonde l'espoir que les conclusions et recommandations de cette session vont permettre de corriger quelques insuffisances constatées relatives entre autres aux aléas climatiques, au niveau élevé des arriérés de crédit agricole et le faible niveau d'exécution de certains travaux attribués sur appel d'offres. Ici à Bamako, fin hier à l'archevêché de la 2e session ordinaire de la conférence épiscopale du Mali. Au cours de cette session, les 6 évêques du Mali ont traité de plusieurs sujets. Laurent Diakité nous en parle. Au cours de cette 2e session pastorale, les évêques du Mali ont d'abord porté dans leur prière notre pays pour une bonne année de santé, de prospérité et de paix. Ensuite, ils ont traité des sujets par rapport aux institutions de l'Église. La première rencontre s'est passée au Grand Séminaire Saint-Augustin de Samaya du 14 au 17 janvier. Nous nous sommes penchés sur la vie du séminaire en compagnie des formateurs et des grands séminaristes. Le point crucial de cette rencontre a été de voir comment aider les formateurs de la maison à atteindre les objectifs qui ont été fixés pour la formation des futurs prêtres au service de nos communautés chrétiennes. La seconde rencontre, ici les évêques ont poursuivi leurs réflexions sur le grand séminaire, puis, après la prise de connaissance des rapports des différentes rencontres passées, ils ont examiné plusieurs dossiers
de la vie de notre Église, en particulier le fonctionnement de nos structures telles que l'enseignement privé catholique, les services de la comptabilité de notre Église. Les évêques du Mali ont achevé leurs travaux par l'examen du budget des institutions de l'Église et le bilan du 43e pèlerinage catholique de Kita. La prochaine conférence épiscopale est prévue en mai 2014. Assemblée générale annuelle de l'Association des importateurs et distributeurs professionnels des produits agro-pharmaceutiques Mali a noté que l'association appuie les services techniques du développement rural dans la lutte contre les effets nuisibles des produits chimiques. Ibrahima Tchoukari, compte rendu. Réunis en Assemblée générale annuelle, les membres de CropLife Mali doivent faire le bilan de la campagne écoulée et élaborer un nouveau programme d'activité 2014. Parlant du bilan 2013, l'association le trouve positif. Au nombre des acquis, la formation de 2100 agents d'encadrement et responsables de la CMDT au HVN, 2500 producteurs et 180 revendeurs de produits phytosanitaires. L'assainissement du marché des produits phytosanitaires, de même que le respect et la protection de la propriété intellectuelle, constitue pour notre agriculture une nécessité pressante. Ensemble, nous devons mener une lutte sans complaisance contre la fraude, les contrefaçons et en même temps accélérer la sensibilisation et la professionnalisation du secteur informel. CropLife est une structure qui n'est plus à présenter au Mali. Tant elle a été active dans l'accompagnement des producteurs et productrices, dans la promotion des technologies agricoles telles que les pesticides et la biotechnologie des plantes, notamment à travers leur importation et leur distribution. Pour accomplir cette mission, CropLife Mali sollicite l'accompagnement des plus hautes autorités. L'objectif visé par le département est de stopper la prolifération dans notre pays de produits frauduleux de contrefaçon qui contrarient les efforts de l'industrie phytosanitaire avec comme conséquence les intoxications alimentaires et la pollution de l'environnement, la baisse du rendement des cultures, les pertes de recettes fiscales pour l'État, la dégradation de la qualité des récoltes, etc. Avec cet accompagnement du gouvernement, CropLife Mali, l'association des importateurs et distributeurs professionnels des produits agropharmaceutiques, est désormais mis sur orbite pour l'accomplissement de sa mission. Et ce communiqué, la Fondation Ismaïla Konaté informe le public que le Téléthon initialement prévu pour le vendredi 24 janvier 2014 est reporté à une date ultérieure. La Fondation s'excuse de ce contretemps indépendant de sa volonté. La nouvelle date sera communiquée ultérieurement. En 5e région, le projet WASH Plus de CAR International au Mali vient de doter les relais de santé de sa zone d'intervention en matériel roulant. Il s'agit de vélos d'une valeur de 20 millions de francs CFA. Cette action vise non seulement à renforcer les activités de mobilisation sociale, mais aussi et surtout le suivi des mélanges en matière de nutrition dans les districts sanitaires de Badjangara, Bankas et Mopti. La correspondance de Yacouba Maïga. C'est au total 400 vélos que le projet WASH Plus de CARE International au Mali a mis à la disposition des relais communautaires de 180 villages des districts sanitaires de Bandiagara, Bankas et Mopti. Ces relais avaient auparavant bénéficié d'une formation sur les techniques de dépistage de la malnutrition, la référence des enfants malnutris, la mobilisation communautaire et l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant. Les cercles de Bandiagara, Bankas et Mopti sont singulièrement touchés par plusieurs cas de malnutrition. En vue de contribuer à la réduction de ce fléau, nous avons jugé nécessaire d'accompagner les relais en les dotant de ces vélos pour les rapprocher des communautés. Le directeur de cabinet du gouverneur de la région de Mopti, qui présidait la cérémonie, n'a pas manqué d'inviter les bénéficiaires à l'observation stricte des mesures réglementaires relatives à l'utilisation des vélos. L'atteinte des résultats attendus exige une utilisation rationnelle des vélos, un bon entretien par l'ASACO et les autorités villageoises, la motivation des relèves communautaires par un soutien de la communauté. Le projet WASH Plus intervient dans les domaines de l'eau, l'hygiène, l'assainissement et la nutrition. Il est financé par l'USAID et exécuté par CARE International au Mali à travers des ONG partenaires comme Yaptou
pour les cercles de Bandiagara et Bankas et Sahel Eco pour le cercle de Mopti. Le gouvernement du Mali poursuit ses actions en faveur des déplacés du Nord. Il vient de faire don de vivres et de non-vivres à l'endroit des 133 ménages de Gao. Ces déplacés ont choisi de retourner au Bercail à travers un convoi organisé par le ministère du Travail, des Affaires sociales et humanitaires. Les détails avec Boubacar Bablé-Touré. Au total, 133 ménages déplacés de retour à Gao sont les bénéficiaires de ces dons en vivres et en non-vivres. Ils sont composés de 500 tonnes de céréales, du sucre, de l'huile, des couvertures, entre autres. Par cette opération, le ministère en charge du Travail et des Affaires sociales et humanitaires veut aider ces populations à s'installer dans la paix et la sécurité. Ce geste va sans doute favoriser le retour à d'autres réfugiés afin de donner corps au processus de réconciliation et de vivre ensemble. À la suite de la reconquête des régions précédemment occupées et de l'installation progressive de la paix, les autorités administratives et politiques de notre pays ont initié une opération pour soutenir le retour volontaire des personnes déplacées vers leur localité d'origine. Les personnes ici concernées sont au nombre de 133 ménages composés de 281 personnes arrivées par la grâce de Dieu, sains et saufs. Les bénéficiaires se réjouissent de cette action du gouvernement avant de poser un certain nombre de doléances. Nous déplacés du Nord de retour à Gao, remercions le gouvernement du Mali ainsi que tous ses partenaires pour nous avoir aidés à retourner au Bercail. Nous saluons cette initiative de distribution organisée ce jour-ci et demandons que toutes les promesses faites soient tenues. Après avoir remis symboliquement des dons à quelques bénéficiaires, les autorités ont procédé à la visite des magasins de stockage qui contiennent encore la part des réfugiés qui sont attendus. Le collectif des associations de développement du Sahel occidental, en collaboration avec l'association des ressortissants et sympathisants de Massina, vient d'organiser une mission d'information et de sensibilisation. C'était à Massina. Il s'agissait d'informer et de sensibiliser les populations du cercle autour des questions de paix, de sécurité et de développement local. Envoyés spéciaux à Massina, Lamine Keita et Aloubé Kone. À travers cette mission, le collectif des associations de développement du Sahel occidental entend œuvrer en sa manière à la sécurisation et au développement de la bande sahélienne. C'est pourquoi il a initié cette rencontre en collaboration avec l'association des ressortissants et sympathisants de Massina. Rencontre au cours de laquelle il a surtout été question de paix, de sécurité et de développement à la base. Nous sommes là aujourd'hui pour prendre contact avec la population en vue d'expliquer à cette population les objectifs du CADZO, que je peux placer à deux niveaux. Niveau sécuritaire et niveau de développement. Donc on est là aujourd'hui pour expliquer que l'aspect sécuritaire a commencé avec les événements que nous avons connus dans notre pays. Et qu'au-delà de ces aspects sécuritaires, c'est l'aspect développement qui s'y est là et qu'il faille vraiment satisfaire. Et nous sommes une association, donc une organisation de société civile. Donc notre réussite dépend surtout de la participation et de l'appropriation, en tout cas, de tout ce que nous faisons par rapport à cette population. Le président du collectif des associations de développement du Sahel occidental exprime non seulement sa satisfaction, mais aussi estime que l'initiative va dans l'intérêt des localités membres. Nous sommes là dans le cadre de, d'abord, un peu sensibiliser nos populations et surtout leur dire qu'ils doivent se mettre debout pour aider le gouvernement, pour aider l'administration. Donc pour s'aider eux-mêmes, parce que le pire des maux, c'est la pauvreté. Et cette pauvreté, si vous voulez la lutter contre, c'est de ne pas rester les bras croisés. C'est le message fort que nous avons amené pour expliquer ça à nos populations de Massina. Au cours des échanges, ils ont surtout mis l'accent sur les stratégies de communication, de sensibilisation et d'organisation des populations indispensables afin de faire face à toute menace extérieure. Les autorités et notabilités rencontrées ont apprécié l'acte patriotique et manifesté leur adhésion à la cause.
Cérémonie d'inauguration de la maternité de Salah dans la commune rurale de Ngabakoro. C'est l'ONG Solisa, Solidarité pour le Sahel, qui a financé la construction et l'équipement du bâtiment. Elle s'engage également à soutenir financièrement le personnel de santé employé pendant toute une année. Rachel Tessougué était présente, son reportage. Salah, un village situé dans la commune rurale de Ngabakoro, dispose désormais d'une maternité. Le coût total de la construction et de l'équipement du local s'élève à 28 millions de francs CFA. Il comprend une salle de réception, une salle de garde, une pharmacie, une salle de soins, une salle de repos, une salle d'accouchement et un puits entre autres. La population est très importante. Il y a des sérieux problèmes liés à la santé ici. Donc c'est pourquoi nous sommes venus répondre à cette requête. C'est un coût de 28 millions comprenant plusieurs aspects, ça veut dire le bâtiment, les équipements, la pharmacie. Nous allons soutenir le personnel du centre. Leur salaire est fonctionne pendant un an. La population de Salah est ravie d'avoir une maternité déjà équipée. Elle promet d'en prendre soin. Aujourd'hui, la préoccupation majeure de cette ville-là, le village de Salah plutôt, était vraiment d'avoir un centre de santé de cette taille pour vraiment c'est-à-dire parer à tous les problèmes de santé que nous connaissons dans ce village. À toute la population de prendre soin de cet équipement qui est un outil de travail très important pour que la santé soit réellement réelle au sein du village. Cette nouvelle maternité permettra aux habitants de Salah d'accéder facilement aux soins. Page noire de ce journal, notre collègue Noumou Kontaga, correspondant de la MAP et de l'ERTM dans le cercle de Yélimane, est décédé ce jeudi matin à Bamako des suites d'une courte maladie à l'âge de 56 ans. Enseignant de son état, il a servi dans beaucoup de régions avant d'être affecté à Yélimane. Il était d'ailleurs conseiller pédagogique au CAP de Yélimane. Les obsèques de Noumou Kontaga auront lieu demain vendredi après la prière au quartier Badjalan 2, non loin de l'ancienne salle de cinéma ABC. Il laisse derrière lui une veuve et deux orphelins. Et que son âme repose en paix. Nous voilà à la fin de cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi en notre compagnie et à ceux qui l'ont préparé. Aïssata Ibrahim Maïga sera là demain pour les éditions du soir et Amara Malé Diallo pour celles du jour. Grand merci à nos téléspectateurs de Libreville. C'est au Gabon, dans une poignée de minutes, la météo avec Abibatou Diakité. Bonne suite de programme et merci encore. Thank you.